Mes parents m'ont mise à la porte en classe de première parce que j'étais enceinte 22 ans plus tard, ils m'ont poursuivie en justice. Je m'appelle Lydia Prescott. Quand j'avais 17 ans, mes parents m'ont mise à la porte de la maison parce que j'étais enceinte. Je peux encore entendre le bruit de cette porte qui a claqué. Ça n'a pas seulement mis fin à une soirée. Ça a mis fin à une enfance. J'ai dormi sous des ponts, tremblante de froid, murmurant à un bébé que je n'aurais jamais la chance de tenir dans mes bras. Cette nuit-là, je me suis fait une promesse. Un jour, ils se souviendraient du nom qu'ils avaient essayé d'effacer. 22 ans plus tard, ils sont revenus. Pas pour s'excuser, pas pour demander pardon. Ils sont revenus pour me poursuivre en justice pour la fortune que j'ai bâtie à partir de rien, pour l'empire né des cendres de leur rejet. Ils voulaient une part de mon succès après m'avoir abandonné quand je n'avais rien. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais attendu ce moment toute ma vie. Je n'étais plus la jeune fille qui pleurait sous la pluie. J'étais la tempête. Ce n'est pas seulement une histoire de vengeance. C'est une histoire de renaissance. Comment la douleur est devenue une force et comment le silence est devenu la plus éclatante des victoires. Bienvenue à Revenge House USA, où chaque épisode expose trahison, justice et transformation. Restez jusqu'à la fin, car mon rebondissement vous laissera sans voix. Ne manquez pas le prochain épisode de Tournant du destin. Abonnez-vous maintenant et assistez au moment où tout bascule. Je me souviens encore de l'odeur de cannelle brûlée de la bougie de ma mère la nuit où ma vie s'est effondrée. Notre maison à Portland était silencieuse, trop silencieuse, quand je suis entrée, tenant ce petit bâtonnet avec 2 lignes roses. Papa était assis à la table de la cuisine, parcourant des annonces immobilières comme si de rien n'était. Quand j'ai murmuré, « Je suis enceinte », l'air s'est glacé. Il a levé les yeux lentement, d'un air calculateur, comme s'il évaluait le coût de la déception. « Tu as 17 ans, Lydia. Tu viens de détruire tous les plans que nous avions pour toi. » Bien que sa voix fût très calme, elle m'a blessée plus profondément que s'il avait crié. Maman ne m'a même pas regardée. Elle a simplement posé son verre de vin et a marmonné, on attendait mieux d'une Prescott. Et puis sont venues les paroles qui ont fait voler mon monde en éclats. Tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Je pensais qu'il bluffait jusqu'à ce que papa se lève, attrape ma valise et la jette près de la porte. 10 minutes, a-t-il dit, prépare ce que tu peux. Sur la cheminée, notre photo de famille, celle du Noël dernier, était retournée face contre le manteau. Le son du cadre heurtant le bois a résonné comme un verdict final. Quand j'ai essayé d'appeler Ryan Whitmore, mon petit ami, il n'a pas répondu. Le lendemain, l'avocat de ses parents m'a envoyé un email, ne contactez plus Ryan. J'ai réalisé que j'étais complètement seule. La pluie de l'Oregon a commencé cette nuit-là, froide, interminable, accusatrice. J'ai dormi sous un abribus, mon sac à dos en guise d'oreiller, une main sur mon ventre, murmurant des excuses au bébé auquel je n'avais même pas encore donné de nom. Les gens passaient, faisant semblant de ne pas voir la jeune fille aux yeux gonflés et aux mains tremblantes. Chaque goutte de pluie ressemblait à une punition. Chaque rafale de vent, un rappel de ce que j'avais perdu. La 3e nuit, la faim me rongeait si profondément que je pensais que j'allais disparaître. Quand l'aube s'est levée, j'ai fixé la lumière naissante et j'ai fait un vœu silencieux. Je leur ferai regretter chaque larme qu'ils m'ont fait verser. Je m'élèverai si haut qu'ils s'étoufferont avec leur propre fierté. À ce moment-là, Lydia Prescott, la fille obéissante, est morte. Et autre chose est née. Un feu silencieux et impitoyable. Les nuits à Portland s'étirent plus longtemps quand on n'a nulle part où aller. À la fin de la première semaine, j'ai cessé de sentir le froid. Cela m'a effrayé plus que la pluie. J'ai appris quel café vous laissait vous asseoir au chaud sans rien acheter. Quelle ruelle était à l'abri des ivrognes. Quelle benne à ordures derrière la librairie Powell's contenait la nourriture la moins avariée. Survivre n'était pas vivre. C'était juste rester en mouvement pour que la douleur ne puisse pas me rattraper. La ville continuait sans moi. Papa vendait toujours des maisons. Maman organisait toujours ses déjeuners de charité. Pendant ce temps, je vivais entre les lampadaires, regardant les familles rire à travers des fenêtres en verre que je ne pouvais plus toucher. La nuit, je murmurais au bébé qui grandissait en moi. « Je suis désolée », disais-je en ramenant mes genoux contre moi.
Je trouverai un moyen. Je te le promets. Mais les promesses ne remplissaient pas un estomac. Elles ne réchauffaient pas des doigts gelés. Quand la voix de Ryan résonnait dans ma mémoire, on trouvera une solution ensemble, Lyd, j'avais envie de crier. Il m'avait supprimé comme un email dont il n'avait plus besoin. Et le silence de son absence faisait plus mal que le rejet de mes parents. Le 2e mois a été dur. Je me suis réveillée un matin derrière une épicerie, étourdie et pâle. Un homme qui passait m'a jeté une pièce et a dit « Faites-vous aider ». J'ai ri. Aider par qui ? Je n'avais pas d'adresse, pas d'amis, pas de famille, personne qui ne prononcerait même mon nom. Puis la fièvre est venue. Mon corps m'a trahi comme tout le monde l'avait fait. Je me souviens m'être effondré près de la rivière Willamette. Le bruit de l'eau se mêlant à la circulation alors que ma vision se brouillait. Un instant, j'ai pensé que c'était peut-être la fin. Que c'était peut-être plus facile d'arrêter de se battre. Mais quelque chose à l'intérieur, petit mais féroce, m'a maintenu éveillé assez longtemps pour ramper sous un pont. Quand je me suis réveillée, la lumière de l'aube filtrait à travers le béton. L'ombre d'une inconnue s'est projetée sur moi. Une femme âgée dans un manteau de laine, une écharpe flottant au vent, tenant une tasse de café. « Vous allez mourir de froid ici », a-t-elle dit doucement. Sa voix portait une chaleur que je n'avais pas entendue depuis des mois. Je voulais lui dire de me laisser tranquille, de ne pas me regarder comme si j'avais de l'importance. Mais quand j'ai croisé son regard, je n'ai pas pu. Il n'y avait pas de pitié, seulement de la reconnaissance, comme si elle avait été là où j'étais autrefois. Elle m'a tendu la tasse. Buvez ça. Je m'appelle Eleanor. Le café m'a brûlé la langue. C'était la première chaleur qui ne s'estompait pas. Ce matin-là, quelque chose a changé. La jeune fille qui avait passé des mois à mourir en silence a enfin respiré à nouveau. La voiture sentait la lavande et la pluie. Pour la première fois depuis des mois, j'étais assise dans un endroit chaud. Les mains d'Eleanor Walsh agrippaient le volant avec une certitude tranquille, le genre que l'on acquiert seulement en survivant à ses propres guerres. Sa voix a percé le bourdonnement du chauffage. Mange. Ne discute pas, elle m'a passé un sandwich emballé dans du papier ciré. Je l'ai dévoré avant de réaliser que des larmes coulaient sur mon visage. Eleanor n'a pas bronché. Tu as été invisible pendant trop longtemps, n'est-ce pas ? Ces mots ont résonné profondément. Personne ne m'avait vu depuis cette nuit-là. Pas vraiment. Elle m'a emmené chez elle, une ferme rénovée en bordure de Portland, entourée de vieux pins et du son lointain de la pluie sur les toits en métal. Son golden retriever, Murphy, a remué la queue comme si j'avais toujours fait partie des lieux. Elle m'a montré une chambre d'amis, un lit propre, une couverture pliée et un mot sur la table de nuit qui disait « Tu es en sécurité ici ». La première nuit, je n'ai pas pu dormir. Je m'attendais à ce qu'elle change d'avis, qu'elle appelle la police, qu'elle me dise que je ne méritais pas ce confort. Mais quand le matin est arrivé, Eleanor a simplement dit « Le café est prêt. Après ça, tu m'aideras au restaurant ». Le restaurant, The Maple Art, était un petit établissement lambrissé en centre-ville, rempli de l'odeur du beurre et de l'espoir. Elle en possédait 3 autres, dispersés à travers l'Oregon. J'ai nettoyé des tables, fait la vaisselle, appris à me déplacer sans crainte. Le salaire était modeste, mais la dignité n'avait pas de prix. Les semaines sont devenues des mois. Eleanor a commencé à m'enseigner des choses au-delà de la survie. Comment lire les gens ? Comment transformer la cruauté en motivation ? On ne combat pas le feu avec des larmes, Lydia, a-t-elle dit un soir alors que nous fermions la caisse. Tu construis un feu plus grand que le leur et tu le contrôles. Cette phrase m'est restée. Elle m'a appris les affaires, profit, coût, contrat. Mais sous chaque leçon se cachait quelque chose de plus profond. Stratégie, retenue, patience. Ne te précipite jamais pour te venger, m'avait-elle prévenu en remuant son thé. Plus longtemps ils te croient brisé, plus il est facile de les briser. J'ai tout absorbé. J'ai appris à m'habiller avec confiance même quand je n'en avais pas. J'ai cessé de trembler quand les hommes élevaient la voix. J'ai commencé à économiser de l'argent. D'abord 20 €, puis 200 €, puis assez pour me tenir à nouveau sur mes 2 pieds. Un soir, elle m'a tendu un médaillon en argent.
À l'intérieur, une citation était gravée en minuscules caractères, « Élève-toi en silence », puis rugit. Ses yeux se sont adoucis. Tu me rappelles quelqu'un que j'étais autrefois. Moi. Cette nuit-là, alors que la pluie tapotait contre la fenêtre, j'ai réalisé qu'Eleanor Walsh ne m'avait pas seulement sauvé la vie. Elle était en train de construire une nouvelle version de moi. La jeune fille qui avait autrefois mendié de l'amour apprenait à bâtir un empire sur les cendres du rejet. Et quelque part au fond de moi, sous la gratitude et le calme, une nouvelle émotion a commencé à poindre à nouveau. Froide, concentrée et en attente. Les leçons d'Eleanor ne venaient pas des livres. Elles venaient des cicatrices. Chaque matin au Maple Art, elle me testait non pas avec des chiffres, mais avec les gens. Tu vois ce couple, chuchotait-elle en essuyant le comptoir. Il ment à propos de quelque chose. Regarde ses mains. J'ai appris à lire les micro-expressions. La culpabilité, l'avidité, la peur, comme une seconde langue. La nuit, elle ouvrait son grand livre et me montrait les rouages des affaires, chaînes d'approvisionnement, inventaire, fiches de paie. L'argent, a-t-elle dit une fois, ce n'est pas seulement le pouvoir. C'est le silence. Ça te permet de t'en aller sans avoir à expliquer quoi que ce soit. Cette phrase s'est ancrée en moi. Au moment où le printemps est arrivé, je n'étais plus la jeune fille tremblante qui dormait sous les ponts. J'étais plus affûtée, réfléchie, contrôlée. Eleanor m'a promue directrice adjointe, et pour la première fois, j'ai signé mon nom sur une fiche de paie sans honte. Elle m'a présenté son avocat, Caleb Monroe, un homme d'une quarantaine d'années avec un esprit sec et les yeux calmes de quelqu'un qui en avait trop vu. Tu auras besoin d'un soutien juridique solide si tu prévois de posséder quoi que ce soit un jour, m'a dit Eleanor. Caleb est l'un des rares qui ne parlera pas quand ça compte le plus. Au cours de réunions tardives autour d'un café, Caleb m'a expliqué les fiducies, les droits de propriété et les failles des lois sur l'héritage. C'était étrangement réconfortant d'apprendre à protéger quelque chose que je n'avais pas encore. Parallèlement, j'ai rencontré Lena Ortiz, une spécialiste en informatique qui gérait les systèmes numériques d'Eleanor. Lena, c'était des suites à capuche noire, une frappe rapide et une rébellion tranquille. Elle m'a appris à suivre les empreintes numériques, à nettoyer des données et à faire disparaître des informations si nécessaire. Chaque empire laisse des miettes, disait-elle. Ton travail, c'est de contrôler qui les mange. Eleanor me regardait nouer des amitiés qu'elle savait lui survivraient. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, mais je pouvais le voir dans son sourire. Elle me formait pour quelque chose de plus grand que la survie. Puis, la vie m'a de nouveau mise à l'épreuve. C'est arrivé un matin froid de décembre. La douleur est venue soudainement, aiguë, implacable. Le temps que Caleb m'emmène à l'hôpital, il était trop tard. Le bébé que j'avais porté pendant ces mois de faim et de peur était parti. Je fixais les dalles du plafond, engourdi. Les médecins murmuraient des condoléances. Je n'en entendais aucune. Tout ce que je pouvais penser, c'est que mes parents avaient tué mon premier enfant la nuit où ils m'avaient jeté dehors. Eleanor s'est assise à côté de mon lit, me tenant la main. Sa voix était basse mais ferme. Tu as perdu quelque chose de précieux, a-t-elle dit. Mais ne te perds pas à nouveau. Tu construiras quelque chose de plus grand, à ton image. Il m'a fallu des semaines pour me relever. Mais quand je l'ai fait, je n'étais plus la même. J'étais de l'acier sous la peau. Eleanor m'a aidé à remplir les papiers d'adoption pour un petit garçon nommé Noah, abandonné dans un refuge près de Salem. Quand je l'ai tenu dans mes bras, ses petits doigts se sont enroulés autour des miens comme une promesse. J'ai murmuré, tu ne seras jamais seule comme je l'ai été. À partir de ce jour, Lydia Prescott n'était plus la victime. C'était une femme qui reconstruisait son monde, brique par brique, de manière calculée. Et chaque leçon qu'Eleanor m'avait enseignée allait devenir la fondation d'un empire que personne ne pourrait toucher. Les années se sont écoulées, devenant quelque chose de stable. La douleur s'est estompée, remplacée par une précision silencieuse. Vers la fin de la vingtaine, Lydia Prescott n'était plus la jeune fille perdue sous le pont. Elle était un nom murmuré dans les cercles d'affaires de Portland. La chaîne de restaurants d'Eleanor s'était développée et Lydia l'avait numérisée, introduisant les réservations mobiles, les systèmes de livraison, le branding en ligne.
Ses idées ont multiplié les profits. Les investisseurs l'écoutaient quand elle parlait. Elle a acheté son premier appartement en centre-ville, dans le même code postal dont ses parents se vantaient autrefois, et souriaient en passant devant leur ancien quartier. Non par nostalgie, mais par triomphe. Noah a grandi vite. Des yeux vifs, un esprit agité. Il s'asseyait près de son ordinateur portable pendant qu'elle travaillait, demandant ce que signifiait chiffre d'affaires ou pourquoi des gens en costume se disputaient aux informations. Lydia l'a inscrit à des camps de codage, des programmes de robotique, des défis d'été à travers l'Oregon. À 10 ans, il a créé une petite application qui suivait le gaspillage des restaurants et optimisait les commandes. À 12 ans, il a remporté un prix national de technologie. Les journalistes l'ont appelé le prodige de l'Oregon qui redéfinissait la technologie de la restauration. Et Lydia, elle, se tenait derrière la caméra, regardant le garçon qui portait son nom de famille briller plus que quiconque qu'elle ait jamais connu. Mais la renommée voyage vite, et la cupidité encore plus vite. Un soir, en parcourant des articles économiques, Lydia s'est figée. Un titre disait « Le génie local Noah Prescott s'associe à un vent groupe, la société appartenant à ses parents ». Son pouls a ralenti. Ce n'était pas vrai, bien sûr, mais cela signifiait qu'il l'avait remarqué. Quelques jours plus tard, une enveloppe élégante est arrivée à son bureau. À l'intérieur, une lettre de Patrick et Hélène Prescott. Ses parents, drapés dans une fausse affection. Nous aimerions renouer le contact. Noah mérite de connaître sa famille. Famille ? Le mot avait un goût amer. Elle l'a montré à Lena, son experte en informatique, qui a haussé un sourcil. Tu veux que je suive leur piste numérique ? Lydia a souri. Chaque clic, chaque email. En une semaine, Lena a découvert des recherches depuis l'adresse IP de ses parents, droit des grands-parents Oregon, réclamer un héritage par l'intermédiaire des petits-enfants, et reconnexion légale pour les successions familiales. Il ne cherchait pas le pardon, il cherchait un moyen de pression. Lydia a élaboré son plan comme Eleanor le lui avait appris, lent, chirurgical, silencieux. Elle a envoyé une réponse soigneusement formulée. Ça fait longtemps. Je suis ouverte à la discussion. Puis elle a attendu. Elle a laissé sa voix trembler lors des appels, son écriture vaciller dans ses notes. Pour eux, elle paraissait vulnérable, pleine de regrets, prête à se réconcilier. Chaque appât émotionnel les rapprochait. Pendant ce temps, les serveurs de Lena enregistraient tout, chaque texto, appel et transfert financier liés au plan des Prescott. Caleb examinait les lois sur l'héritage de l'Oregon, préparant des fiducies blindées qui feraient s'effondrer toute fausse réclamation. Ses parents pensaient la ramener dans leur filet. Ils ne réalisaient pas qu'il marchait droit dans sa toile. Puis est arrivé Ryan Whitmore, le fantôme du lycée, maintenant fauché, désespéré et opportunément de retour en ville. Son message vocal est arrivé un soir. Lyd, tes parents m'ont contacté. Peut-être qu'il est temps que nous parlions, pour le bien de Noah. Pour le bien de Noah. L'ironie l'a presque fait rire. Lydia a regardé par la fenêtre de son penthouse tandis que la pluie striait la vitre. Les lumières de Portland scintillaient sous l'orage, leurs reflets changeant comme des fantômes. Elle a murmuré, « Vous avez tous eu votre chance. » Le piège était tendu, et cette fois, quand la porte claquerait, c'est elle qui tiendrait la poignée. La lettre est arrivée un mardi matin, imprimée sur un papier épais qui sentait l'arrogance. Le sceau de la famille Prescott me fixait. Ce même blason en relief que papa disait autrefois représenter un héritage. Maintenant, il représentait la cupidité. Le document à l'intérieur était pire que je ne l'imaginais. Une poursuite en justice invoquant les droits de visite des grands-parents et l'intérêt financier familial. En termes simples, il me poursuivait pour obtenir l'accès à Noah et une partie des bénéfices de mon entreprise. L'audace m'a presque fait rire. Presque. Caleb Monroe, mon avocat, a lu les pages sans ciller. Il invoque des clauses de préjudice émotionnel et de restauration familiale, a-t-il dit. De la manipulation classique. Ils veulent te pousser à négocier, te forcer à un arrangement. Je me suis penchée en arrière, la voix calme. Alors donnons-leur exactement ce qu'ils veulent. Il a souri.
Le genre de sourire qui cache une stratégie. Tu as déjà un plan, n'est-ce pas? Bien sûr que j'en avais un. Depuis des semaines, Lena Ortiz suivait leurs emails, chaque historique de navigateur, chaque conversation cryptée. Elle avait découvert des conversations secrètes entre mes parents et Ryan Whitmore, le même garçon qui m'avait laissé sous la pluie 15 ans plus tôt. Il lui avait promis une part de mon héritage s'il aidait à renouer les liens familiaux. Un message de papa disait « Joue sur ses émotions. Mentionne le garçon. Elle cédera. » Il ne savait pas que je lisais chaque mot en temps réel. Alors, j'ai joué le jeu. J'ai rencontré Ryan dans un café du côté, en terrain neutre. Il avait l'air plus vieux, creux derrière un sourire de vendeur. « Tu as l'air différente », a-t-il dit. J'ai siroté mon latte. Je suis différente. Il s'est penché en avant. Tes parents veulent juste faire partie de la vie de Noah. Il mérite de savoir d'où il vient. J'ai posé ma tasse. Il sait d'où il vient. D'une femme qui n'a pas abandonné. Il a tressailli. L'ancien Ryan aurait argumenté. Le nouveau a vérifié son téléphone, informant probablement mes parents comme un bon petit mouchard. Ce soir-là, j'ai envoyé un seul texto à Lena. Ils ont mordu à l'hameçon. En quelques jours, leur activité a grimpé en flèche. Appel nocturne entre Ryan et Patrick Prescott, message crypté sur le partage de potentiels arrangements. Lena a tout archivé. Caleb a commencé à structurer des contre-poursuites, invoquant la diffamation, la détresse émotionnelle et les tentatives d'extorsion. Mais l'étape finale exigeait de la patience. J'ai fait fuiter un faux document, une clause de fiducie, stipulant que les futurs actifs de Noah étaient liés uniquement à mon approbation. En quelques heures, l'avocat de mes parents a demandé une médiation urgente. Ils avaient tout gobé. Caleb appelait ça un piège juridique, mais pour moi, c'était de l'art. Bientôt, des rumeurs publiques ont commencé, disant que les Prescott étaient de retour en ville, poursuivant leur fille éloignée pour de l'argent. Les mêmes cercles sociaux qu'ils avaient autrefois fréquentés se retournaient maintenant contre eux. L'image de perfection qu'ils avaient cultivée pendant des décennies commençait à se fissurer. Lorsque la première audience a été programmée, je me suis regardée dans le miroir de mon Penthouse, un endroit que j'avais acheté de mes propres mains, et je n'ai pas vu la peur, mais le contrôle. J'ai attaché mes cheveux en arrière, redressé mon blazer et murmuré à mon reflet, « Vous m'avez jeté. Maintenant, c'est à moi de décider qui s'en va. » Ils pensaient que c'était leur grand retour. Mais pour moi, ce n'était que le premier acte. La salle d'audience ne serait pas seulement l'endroit où ils me poursuivraient. Ce serait l'endroit où j'enterrerais la dernière partie de celle que j'étais. Le jour de l'audience ressemblait à un déjà-vu, sauf que cette fois, je n'étais pas la fille devant la porte. J'étais celle à l'intérieur, et tous les autres allaient être exclus. Le palais de justice du centre-ville de Portland bourdonnait de journalistes. Mes parents avaient fait fuiter l'information à la presse, se présentant comme des aînés au cœur brisé désireux de renouer avec leur fille et leur petit-fils éloignés. Cela a fonctionné pendant une journée, jusqu'à ce que je m'assure que ça ne dure pas. Lena avait programmé la fuite parfaite. Des captures d'écran des conversations cryptées de mes parents avec Ryan, la preuve de leur complot pour extorquer de l'argent. Au moment où le cycle des nouvelles a atteint midi, les titres avaient changé de « Réunion de famille au tribunal » à « Les Prescott accusés de poursuites manipulatives ». Pourtant, ils se sont présentés en costumes impeccables, feignant d'être des victimes. La mâchoire de mon père était crispée. Ma mère serrait son collier de perles comme un accessoire de théâtre. Ryan se tenait derrière eux, pas les nerveux. Le pion le plus faible dans un jeu qu'il ne comprenait même pas. Quand la juge Reynolds est entrée, la salle est devenue silencieuse. Les appareils photo cliquetaient. La ville regardait. Caleb a commencé notre plaidoirie calmement. Votre honneur, avant de procéder à leur demande, ma cliente demande que certaines preuves soient rendues publiques car elles concernent directement la crédibilité des plaignants. La juge a hoché la tête. Procédez. Les lumières de la salle se sont tamisées. Un projecteur a illuminé l'écran derrière la barre des témoins. Et puis le premier email est apparu. Sujet, récupérer la fortune de Lydia. De Patrick Prescott. À Ryan Whitmore.
Utilise le garçon. Fais en sorte qu'elle te fasse de nouveau confiance. Une fois qu'elle sera attendrie, nous exigerons un accès légal. Si elle résiste, nous porterons plainte. Un murmure a parcouru la salle. Les journalistes se penchaient en avant comme des prédateurs. Puis sont venus d'autres éléments, des enregistrements vocaux, des journaux d'appel, des registres de transactions, chacun plus accablant que le précédent. La voix de Ryan crépitait dans le haut-parleur, suppliant, « Ce n'est pas bien, Patrick. Elle le découvrira. » Et la réponse froide de mon père, « Elle est trop émotive pour se défendre. » L'ironie avait un goût doux amer. Je suis resté calme. Déterminé. Votre honneur, ai-je dit d'une voix ferme, il y a 22 ans, ils m'ont mise à la porte parce que j'étais enceinte. Ils m'ont dit que j'étais une honte. Et maintenant, après tout ce temps, ils ne sont pas revenus par amour, mais pour l'argent. J'ai fait une pause, puis je me suis tourné vers eux. Vous voulez rencontrer mon fils? Très bien. Mais il n'est pas à vous. Il est à moi, parce que j'ai construit tout ce que vous avez abandonné. Le silence était assourdissant. Même le stylo de la juge s'est figé en l'air. Puis Caleb a porté le coup de grâce, un document notarié signé par Patrick et Hélène Prescott 20 ans plus tôt, renonçant à tous leurs droits parentaux pour éviter d'endommager leur réputation. Leur signature brillait en noir et blanc sur les écrans de la salle d'audience. Le visage de ma mère a perdu toute couleur. Mon père a essayé de parler. C'est hors contexte. Mais sa voix a flanché alors que la foule éclatait. Le marteau de la juge a frappé une fois. Affaire classée. Toutes les demandes sont rejetées. Puis, plus doucement mais plus froidement, et le tribunal recommande une enquête pour tentative de fraude. La sécurité s'est avancée. Les flashs crépitaient. Les journalistes criaient des questions. Mes parents se sont recroquevillés sur leur siège tandis que des officiers les escortaient dehors sous une tempête de lumière de caméra. Ryan s'est éclipsé, la tête basse, hanté par la honte et les titres qui le suivraient pendant des années. Je suis resté immobile, laissant tout se dérouler. La justice, l'humiliation, le silence qui a suivi. Pour la première fois depuis mes 17 ans, je n'ai pas tremblé. Devant le palais de justice, la pluie avait cessé. Le soleil de Portland perçait à travers les nuages. Lena marchait à mes côtés, souriante. « Tu l'as fait. » J'ai levé les yeux. « Non, ai-je dit doucement. Nous l'avons fait. » Je n'avais pas seulement gagné un procès. J'avais récupéré chaque morceau de moi-même qu'ils avaient essayé de détruire. Le chaos s'est estompé lentement, remplacé par le murmure tranquille de la reconstruction. Les lumières de Portland scintillaient sous le soleil printanier. Et pour la première fois depuis des années, je les regardais sans me sentir hanté. Les titres sur le procès se sont tus. Les Prescott ont disparu des cercles sociaux qu'ils avaient autrefois dominés. Ryan Whitmore a plaidé coupable de fraude fiscale. Mes parents ont vendu leur maison au bord du lac pour payer les frais de justice. Leur empire bâti sur l'image et la tromperie s'est effondré plus vite qu'ils n'avaient détruit le mien. Mais la vengeance n'a jamais eu pour but de se terminer par la ruine. Elle visait à déblayer le terrain pour quelque chose de nouveau. J'ai continué à travailler, développant la chaîne de Maple Art en l'honneur d'Eleanor. À sa mort, elle m'a tout légué, ses parts, sa maison, son nom, dans une note manuscrite qui disait « Fais de cet héritage une question de guérison, pas de haine ». Cette phrase a tout redéfini. 6 mois plus tard, j'ai lancé la Fondation Eleanor pour les femmes qui se relèvent, une organisation à but non lucratif dédiée aux mères célibataires et aux filles abandonnées à travers l'Oregon. La première bourse a été attribuée à une jeune barista nommée Tasha, une fille d'accent grave peine 20 ans, enceinte et effrayée, tout comme je l'avais été. Quand elle a pleuré dans mes bras en murmurant « Merci », j'ai réalisé ce que le pouvoir signifiait vraiment, non pas punir, mais protéger. Noah se tenait à mes côtés lors du gala d'ouverture de la fondation, maintenant âgé de 17 ans, grand, confiant et bien plus sage que je ne l'étais à son âge. Sa dernière start-up technologique avait déjà reçu des offres d'investissement. Il m'a regardé et a dit « Tu m'as appris que la famille, ce n'est pas ceux avec qui tu es né, c'est ceux qui sont là pour toi. » Ma gorge s'est serrée. Alors j'avais fait quelque chose de bien. Plus tard dans la soirée, sous de douces lumières dorées,
Caleb Monroe, mon fidèle conseiller, mon ancre dans chaque tempête, m'a pris la main. Tu as construit tout ce dont tu rêvais, Lydia, a-t-il dit. Pas tout, ai-je murmuré. Mais j'y arrive. Quand il a sorti une bague, je n'ai pas pleuré. J'ai juste souri. D'un sourire stable. Sûr. Oui, ai-je dit simplement. Les applaudissements des amis et des membres de la fondation ont rempli la salle. Mais dans ce bruit, j'ai ressenti la paix, une paix tranquille et permanente. J'ai pensé à la jeune fille qui dormait autrefois sous les ponts, murmurant des promesses à un bébé qu'elle n'a jamais pu tenir. À la pluie qui me piquait et à la faim qui me définissait. Elle n'avait pas disparu. Elle était là, debout, renaissante. Je me suis tournée vers l'équipe de tournage qui filmait les moments forts du gala, j'ai souri à travers mes larmes et j'ai dit, on ne gagne pas en détruisant ses ennemis. On gagne en leur survivant. Alors que les lumières s'estompaient, j'ai senti les dernières chaînes de mon passé se dissoudre dans le néant. Lydia Prescott, autrefois rejetée, maintenant inarrêtable. Une femme qui a construit son trône sur les cendres de son propre nom. Et quand la vidéo s'est terminée en ligne, je me suis assuré que la dernière ligne apparaisse en gras à l'écran. La vengeance servie froide n'est pas une question de haine. Il s'agit de reconquérir votre pouvoir.